Nous accueillons aujourd'hui sur le RIDA le docteur Pierre-Emmanuel Rosier, pédopsychiatre addictologue au centre hospitalier de Pau, et notamment sur l'hôpital de jour, puis sur des consultations avancées, je suppose, puisque là, on est en direct d'Oloron, Sainte-Marie. C'est sur mon activité pédopsie. Ah, sur l'activité pédopsie. Mais bon, tu as cet éclairage aussi, donc ça, c'est important. Donc, on te remercie de nous présenter un extrait, c'est ça, de Ouais, ta de mon CAPA, travail de thèse. comment? De mon travail de thèse. De ton travail de thèse, donc sur la dépendance à l'exercice physique, un modèle d'addiction comportementale. C'est ça. Donc, juste avant, pour les modalités du RIDA, c'est toujours pareil, une demi-heure à peu près de présentation, et après, on a une demi-heure pour discuter avec Pierre-Emmanuel de sa présentation, et c'est un temps d'échange entre professionnels et entre nous. Donc, je te remercie et je te passe la parole. Ouais. Alors, vous voyez le partage qui est apparu. Alors, Je le remets. Hop. oui. Tac, donc, un écran. Donc, je suis le docteur Pierre-Emmanuel Rosier. Comme le disait Christophe, je suis pédopsychiatre et addictologue. J'interviens. Vous voyez quoi là? Vous voyez? Ok. J'interviens sur l'hôpital de jour addictologie du CH de Pau. J'interviens aussi sur des hôpitaux de jour enfants, l'un à Pau et l'autre à Oloron, où je suis actuellement. Donc, je m'excuse s'il y a des petites difficultés de connexion, c'est parce que la connexion dans les montagnes n'est pas la meilleure du monde. Le partage, vous le voyez bien? Alors, on n'a pas le mode plein écran, mais on a le mode... C'est bon? Vous l'avez? Là, c'est super, merci. Ok, donc je vais vous présenter un travail que j'ai fait pour ma thèse de DES de psychiatrie et que j'avais représenté dans le cadre de la capacité d'addictologie de Bordeaux. C'était un travail sur la mise en perspective du craving dans la dépendance à l'exercice physique, ce qui était considéré comme un modèle d'addiction comportementale. Donc, moi, ce travail, je l'ai mené en 2019, je l'ai passé en 2019, je l'ai réévalué en 2021. Et là, à la relecture, je me dis qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc, en l'honneur de l'équipe de Bordeaux, je le renommais l'addiction à l'exercice physique comme modèle d'addiction comportementale et pas comme une dépendance, puisque je vais vous expliquer pourquoi. Sur un plan très basique avec un contexte, introduction, définition, matériel et méthode, résultat, discussion, bon, IMRAD habituel. En termes de contexte, c'est d'abord deux phrases importantes qu'on a dans notre commun. C'est mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, donc qui est associé à Juvénal, et errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine mais persévérer diabolique. C'est Sénèque le rhéteur qui s'est prêté. C'est des choses qui, moi, quand j'ai fait ce travail de lecture, parce que c'était une revue de littérature narrative avec tout un travail de lecture, qui ont résonné souvent en moi. Sur le plan du contexte, tout ce travail, en fait, il est basé sur le fait que j'avais rencontré dans mon deuxième semestre de psychiatrie, en psychiatrie de liaison, dans un service d'orthopédie et de réa des chocs, un patient, Jean-Étienne, 42 ans, qui a un trouble d'usage des opiacés, qui avait subi un accident de la voie publique en vélo à 6h15, où il avait été polytraumatisé. Et nous, on était interpellés, puisque c'est un patient qui nécessitait des doses extrêmement importantes d'opiacés, puisqu'il avait des consommations au quotidien au long cours d'opiacés. Patient qu'on a revu par la suite dans le cadre d'une crise suicidaire qui a fait partie des premiers à avoir un protocole kétamine IV sur Angers, et patient qui avait une crise suicidaire puisqu'il ne pouvait pas pratiquer d'exercice physique, il ne pouvait pas s'engager pour son Ironman qu'il avait 6 mois après. En même temps, il ne pouvait pas s'engager, il avait un nombre de fractures équivalent à l'alphabet, je crois qu'il avait 20 ou 25 fractures, un truc comme ça, suite à son accident. Donc, ça paraissait logique. Mais moi, j'étais un peu surpris de tout cette sensation cognitive qu'il pouvait avoir sur l'exercice physique, sachant que c'était quelqu'un aussi, on s'apercevait, qui était deuxième de BNP Paribas national et qui avait 3 enfants, mais qui s'occupait plus de son boulot ni de ses enfants, qui était que focalisé sur le sport. On a aussi un aspect là actuellement social et contextuel d'un engouement international pour les événements sportifs. Il y a des événements solidaires portés par les pouvoirs publics. À Angers, c'était Tout Angers bouge, le marathon du Mont Blanc, mais ça peut aussi être le marathon de Bordeaux, le marathon de Paris, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Enfin, à chaque fois, c'est 60 000 personnes, 20 000 personnes. Comme on le voit sur cette image, c'est vraiment des préparations, des événements extrêmement importants, hein. Là, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc à Chamonix.
des gens qui s'apprêtent à partir pour 42 km ou pour 160 avec 10 minutes de D+, ce qui est quand même assez particulier, hein. Il y en a d'autres qui partent pour faire un week-end de festival, il y en a qui partent très régulièrement pour faire de l'ultra-trail. On a vraiment un profil de sportif qui est particulier, qui se généralise avec des TCA qui deviennent la norme pour la question de la vitesse, de la performance, la question du dopage aussi. On a des amateurs qui sont toujours plus professionnels et engagés, notamment dans le running, le triathlon, l'Ironman, le bodybuilding, le CrossFit maintenant, et encore plus aujourd'hui avec l'apparition de TikTok et de tout ce qui est l'imagerie autour du corps. On voit apparaître des éléments qu'on retrouve là. Donc à gauche, vous retrouvez des trailers qui sont capables d'avaler 100 km en moins de 10 heures, mais qui ont des jambes d'anorexiques, des bodybuilders avec quand la grenouille veut se faire plus grosse que la vache, quoi, hein. Il y a toujours ce besoin d'avoir toujours plus de muscles, toujours plus dessinés. On reconnaît, pour ceux qui connaissent un peu l'actualité, Thibaut InShape et Juju Fitcat, qui sont des influenceurs des réseaux en France qui vantent énormément tout ce qui est l'aspect physique. Et Franck Medrano, qui est un type connu pour tout ce qui est du calisthénique, donc ces mecs qui font n'importe quoi sur des barres et qui sont avec un shape extraordinaire, mais qui sont aussi avec des traits d'orthorexie, de véganisme, enfin, tout un travail aussi sur la nutrition. Et encore plus maintenant avec l'apparition de TikTok et avec ce feed en permanence autour du corps. Donc, en introduction, on a quand même une vision extrêmement vision socialement très positive de l'exercice physique, notamment comme le mindfulness. On a, par rapport à l'exercice physique, en termes de santé physique, psychique et de qualité de vie, des résultats sur les 20 dernières années qui fait que maintenant, l'OMS recommande l'exercice physique en prévention primaire et secondaire de maladies chroniques, qu'elles soient cardiovasculaires, ostéo-articulaires ou en santé mentale. Sachant qu'il y avait il y a une méta-analyse de 2018 de Church qui dit que sur 9 semaines, avec 3 fois par semaine, 3 fois 30 minutes d'exercice physique d'intensité modérée à élevée, sur 9 semaines, c'est aussi efficace qu'un antidépresseur, ISRS. Donc, on a énormément l'activité physique adaptée, énormément de choses autour de l'activité physique qui sont à favoriser, hein, à utiliser dans nos soins. Moi, je prescris et j'enjoins mes patients dépressifs légers à aller se bouger, hein, à aller mettre de l'activité. Et on devrait normalement avoir, dans quelques années, de l'activité physique sur prescription. Mais la question, c'est est-ce qu'il existe un exercice physique en excès? Donc la réponse c'est oui. Et cette notion, elle s'appelle dans la littérature dépendance à l'exercice physique, addiction à l'exercice physique, pratique problématique de l'exercice physique. Il y a tout un gros problème de nomenclature, de terminologie qui a été le sens même de mon travail, puisqu'on peut faire des choses très sioux avec l'ICT et aller voir, aller vérifier les diagnostics. On peut aussi revoir la littérature, la travailler. Et mon abord, ce n'était pas une revue systématique, c'était plutôt une revue narrative de la littérature. Donc, on a une problématique qui existe, dont la prévalence, en fonction des études, varie de 3 à 42%, ce qui fait quand même une variance extrêmement importante, donc qui demande à ce qu'on s'y approche, on s'y intéresse un peu plus. La question qui apparaît en premier, c'est quand on passe de la récréation à l'obligation, de l'obligation à l'addiction, est-ce qu'on peut parler de dépendance à l'exercice physique, donc, ou d'addiction à l'exercice physique, puisqu'on est quand même sur une nomenclature voilà, qui est stigmatisante pour la dépendance. L'objectif principal, c'était vraiment de mettre en évidence les modèles diagnostiques et la nosographie de la dépendance à l'exercice physique, avec un focus sur le craving pour la capacité. En population générale, c'était une revue de littérature narrative et on utilisait une approche psychiatrique des addictions sans substance ou comportementales. Les définitions sont importantes. La HAS, en 2018, elle définit l'activité physique comme tout mouvement corporel pour les muscles ou squelettiques qui, pardon, qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle du métabolisme de repos. Ça comprend les activités de la vie quotidienne, les exercices physiques et les activités sportives. L'exercice physique, en 2010, pour l'OMS, c'est une activité physique plus délibérée, structurée, répétitive et qui vise à améliorer ou à entretenir un ou plusieurs aspects de la condition physique. Donc l'exercice physique, c'est une activité physique planifiée dont l'objectif est l'amélioration de la condition physique. Pour le coup, par contre, à l'inverse des activités sportives, l'exercice physique ne répond pas à des règles du jeu. Il peut être souvent réalisé de façon autonome, non encadrée, sans suivi médical spécifique, sans infrastructure lourde et sans équipement spécifique. Le sport, quant à lui, c'est une activité sportive particulière, une forme particulière d'activité physique où le participant adhère à un ensemble commun de règles, d'objectifs bien définis. Donc, pour Kern, qui est la chercheuse qui a beaucoup travaillé en France sur ces notions-là, sport et exercice physique sont donc des catégories d'activité physique, mais qui ne se confondent pas. Donc, c'est important de bien voir aussi les différents degrés.
On a tout d'abord l'activité physique qui peut même être du repassage et du ménage jusqu'à l'exercice physique, mais le sport en lui-même, c'est des règles, c'est un jeu, c'est un contenu. Ça correspond aussi à un encadrement, à une structure, à une surveillance et même enfin, à des règles du jeu qui sont écrites à des fédérations. Le crossfit ou l'exercice physique, notamment en salle de fitness, soit c'est des cours collectifs qui correspondent un peu à du sport, soit c'est des choses très délibérées, stéréotypées et répétées par le sujet par lui-même. On a des recommandations OMS 2010 pour l'exercice physique, où elle dit qu'une pratique régulière d'intensité modérée ou élevée, c'est vivement préconisé au vu des effets de sédentarité sur la santé. On sait que supérieur à 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine ou 75 minutes d'intensité soutenue, ça permet des bénéfices sur le plan somatique et psychique. Et supérieur à 300 minutes ou supérieur à 150 minutes, ça, on peut en retirer des bienfaits supplémentaires sur le plan de santé. J'imagine que vous les connaissiez tous et que vous pratiquez tous par semaine au moins 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée, puisque c'est quand même essentiel pour votre bien-être cardiovasculaire et mental. Donc ça, c'est des choses qui sont fortes depuis 2010, mais qui ne sont pas assez diffusées. Quand on reparle alors, très régulièrement de dépendance, addiction, trouble de l'usage, on est face à quelque chose qui maintenant est clair. Hein. L'addiction, c'est des éléments centraux et périphériques, la cause, les facteurs préexistants et les conséquences. Et sur le plan central, c'est la perte de contrôle, la rechute des cravings. OK, mais pendant des années et des années, on a quand même eu une nosographie, une nosologie qui était très particulière. On retrouve le syndrome de dépendance comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques dans lequel l'utilisation des substances psychoactives spécifiques entraîne un désinvestissement progressif des autres activités, avec des symptômes de sevrage en cas d'absence d'usage et une tolérance. Donc, on a la neuroadaptation avec le sevrage de la tolérance, et on a aussi tout ce qu'on retrouve du patient qui fait quelque chose alors qu'il ne voudrait pas le faire, mais que ça a un impact. L'addiction en 2010, c'est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. L'addiction, c'est donc cette maladie chronique cérébrale récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de substances malgré la connaissance des conséquences nocives. Ce qui est très important là-dedans, c'est que Goodman, en 90, il définit l'addiction comme une répétition d'actes susceptibles de provoquer du plaisir, mais marquée par la dépendance à un objet matériel ou à une situation et consommée avec avidité. Un processus dont la fonction est de procurer du plaisir ou de soulager un malaise intérieur avec un échec répété de contrôle et sa persistance malgré les effets négatifs. Donc, on a vraiment, dès les années 90, une conceptualisation de l'addiction qui est à la fois le fruit de la dépendance et celui de la compulsion. Et là-dedans, c'est intéressant parce que quand on prend les critères de Goodman de 90, donc l'impulsivité de résister à l'impulsion, s'engager dans le comportement, le craving, l'attention croissante avant d'initier le comportement, le plaisir ou le soulagement au moment de l'action, la perte du contrôle en débutant le comportement, et 5 critères qui étaient plus les critères du DSM, qui définissaient en fait pour lui un modèle de travail sur toutes les addictions comportementales qu'on peut répliquer pour le jeu vidéo, qu'on peut répliquer pour le sexe, pour le sport, pour l'alimentation si on considère comme quelque chose de comportemental. Et à cette même époque, apparaît aussi tout ce travail par Hollander et Wang sur la conceptualisation des maladies psychiatriques en termes de compulsivité et d'impulsivité. On voit qu'à un bout du spectre des comportements compulsifs, on a le body dysmorphic disorder, l'anorexia nervosa et tout ce qui est dépersonnalisation. Et plus du côté impulsif, les compulsions sexuelles, la personnalité borderline, les personnalités antisociales. On voit quand même que dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, on commence à voir l'aspect dimensionnel apparaître de façon plus importante, même dans la façon dont on imagine le spectre entre les différentes pathologies. On retrouve par contre en 2013 avec le DSM-5 l'apparition d'un trouble de l'usage sans substance, c'est trouble du comportement lié au jeu, hein, trouble du comportement non lié à une substance donnant lieu à un abus qui partage certaines caractéristiques avec l'addiction induite par une substance. Ça acte le rattachement de l'addiction comportementale au champ de l'addiction en faisant rentrer le jeu pathologique, donc le pathologique gambling, dans les troubles de l'utilisation des substances et les troubles addictifs. Déjà, dans le DSM-5, en 2013, ils avaient plein de catégories à l'étude, notamment la dépendance à l'exercice physique ou addiction à l'exercice physique. Mais comme il y avait trop d'overlap avec les troubles du comportement alimentaire, ce dont je vous parlais par la suite, ça n'avait pas été reconnu. Par contre, le jeu pathologique avait été retenu, mais pas le jeu vidéo. Par contre, l'OMS en 2018, en préparation de la CIM 11, met le gaming disorder dans les pathologies addictives, un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques qui se caractérise par un perte de contrôle sur le jeu et doit être une sévérité suffisante pour entraîner altération non négligeable des activités ou d'autres domaines importants du fonctionnement. Donc, on retrouve une évolution quand même à partir de 2013 dans la classification, l'identification des troubles de l'usage sans substance, addictions sans substance.
Varescon, en France, en 2009, il propose de définir les addictions comportementales comme le résultat d'un processus interactionnel entre un individu et un objet externe, une activité banale mis à la disposition de tous, qui conduit à une expérience sur laquelle se développe une dépendance principalement psychologique en raison des effets plaisants qu'elle procure et des fonctions qu'elle remplit. Cette dépendance, qui se traduit par la répétition de la conduite, la perte de contrôle, la concentration et le besoin, peut entraîner des conséquences négatives pour la personne et son entourage. Il redit ce que disait Goodman en 90, il édulcore avec des mots français parce qu'on est en France, on a quand même eu Lacan, donc je vais dire des choses jolies. Mais au final, ça revient exactement aux critères de Goodman, mais avec quelque chose d'écrit, donc qui commence à avoir du sens aussi pour les cliniciens. Il en ressort quand même que l'addiction et la dépendance, c'est deux termes superposables qui reflètent l'échec répété dans le contrôle du comportement et la persistance de celui-ci en dépit des conséquences négatives significatives qui se développent au cours du trouble. L'addiction, ça engloberait donc la dépendance à la compulsion. La dépendance, c'est la tentative répétée de minimiser les signes de sevrage par la persistance du comportement. Et la compulsion, c'est le besoin impérieux de réaliser le comportement malgré ses conséquences négatives connues. Maintenant que je travaille depuis quelques années dans le giron du professeur Oyacombe et du professeur Fatseas, j'ai bien compris que cette compulsion, en fait, c'est la perte de contrôle et que c'est le craving et la rechute. Mais à l'époque, déjà, quand je l'écrivais, j'avais déjà les auteurs que j'avais lus m'avaient permis de mettre cette différence et de l'identifier. Pas d'en être convaincu, puisque j'avais quand même nommé ça dépendance à l'exercice physique. Maintenant, j'en suis convaincu. Là-dedans, le caractère répétitif ou compulsif de l'exercice physique, la présence de signes de sevrage en l'absence d'exercice physique, l'impossibilité pour les sujets de ralentir ou moduler leur activité en dépit d'authentiques souffrances physiques ou psychiques, a amené les chercheurs à créer le concept d'addiction à l'exercice physique ou dépendance à l'exercice physique, que je nomme DEP. Donc, ça serait une forme d'addiction comportementale au même titre que jeu d'argent, jeu vidéo, le sexe ou l'alimentation. Le craving y est un symptôme central, sa présence et son intensité ont une valeur pronostique prédictive du comportement et de la rechute, comme dans le reste des addictions. Deux autrices américaines très importantes, Rosenblatt et Down, en 2002, elles considèrent la DEP donc, comme une forme de dépendance comportementale, au même titre que les autres addictions sans substance, et elles la définissent à ce moment-là comme la participation à un exercice physique de modéré à vigoureux, entraînement un comportement compulsif, excessif et incontrôlable envers cet exercice physique. Ça se manifeste à travers des symptômes physiologiques, notamment les blessures à répétition, et psychologiques, avec des affects négatifs s'il y a une incapacité à pratiquer. Donc, à ce moment-là, l'exercice physique est pratiqué de façon extrême dans la fréquence et la durée. Il est souvent associé à une impulsion irrésistible de continuer l'exercice physique en dépit des blessures, de la maladie, de la fatigue ou d'autres obligations personnelles. C'est une addiction. Il y a dedans la nécessité de poursuivre le comportement malgré l'intention de ne pas le faire, à l'insu de son plein gré. Donc, on se retrouve avec une entité qui existe dans la littérature, qui n'est pas claire, qui a plein de noms différents. Et donc, le but du travail, c'était d'aller trouver les mots-clés. Donc, les mots-clés, on les retrouve exercice addiction, exercice dépendance, compulsive exercice, et obligatory exercice, exercice abuse. Et on voit un certain nombre de recherches sur ces mots-clés. Là, je vous avais fait, je ne sais pas si ça a marché, le retour sur une timeline. Voilà. La timeline de la recherche, vous la voyez ou pas? Non. Pas pour l'instant, non. Ouais, je vais vous remettre. Je fais le lien. Hop, 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 hop. Donc, on voit la timeline. Vous la voyez là? On voit la timeline en fait du début des études qui sont recensées dans les années 60, avec vraiment une explosion du nombre d'études à partir des années 2000, enfin 2005, c'est plutôt 2010, on arrive à 2007, 1000 études. Là aujourd'hui, on est à 2687 études par an recensées sur PubMed. Donc avec vraiment une histoire de la DEP, enfin l'addiction à l'exercice physique, qui commence dans les années 70 et qui s'écrit jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je repasse. Hop, hop. Tac, tac. OK. C'est bon. Donc, les outils de recherche, c'est un peu ce qu'on a habituellement. On peut mettre Science Direct, Corpus, machin, SciHub, quand on n'arrive pas à trouver les articles. Au final, avec ces mots-clés que je vous ai décrits, les outils de recherche qu'on tout connaît, on se retrouve avec 870 articles sur PubMed, Science Direct 196, Google Scholar 96, des bouquins 5 à la BU d'Angers. On voit bien quand même que cette littérature est fortement nord-américaine, USA, United Kingdom, Australie, l'Espagne, l'Italie, la France arrive. Enfin voilà, c'est quand même très très nord-américain, comme tout le reste de la psychiatrie d'ailleurs en termes d'études. Mais là, on voyait vraiment cette prédominance. Et donc, au final, quand on exclut les modèles animaux, les variables physiopathologiques, les addictions aux substances, les TSA, la dysmorphie musculaire, la bigorexie, ça je vous en parlerai, c'est de la merde, les TOC, la littérature liée au terme EP compulsif et EP excessif, associé au TCA, on exclut tous ces articles. Au final,
ça nous donne 74 articles et 5 livres éligibles à notre revue de littérature qui sont de qualité suffisante pour pouvoir concourir à des résultats. Bon, j'en ai quand même lu, je pense, 500, un truc comme ça. C'était pas ouf et il y en avait plein qui étaient vraiment pas terribles. Mais ça faisait partie des résultats que je voulais avoir et de la base de données que je voulais avoir là-dessus. Donc, 74 articles et 5 livres. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce qu'il y a des questions, des... Je continue? Oui, Euh, tu peux continuer, Pierre-Emmanuel, oui, merci. Au niveau des résultats, j'avais fait une timeline qui permettait de différencier trois grandes périodes en fait, pour la dépendance à l'exercice physique. Des années 70 à 2004, ça a tout ce qui était la définition de la dépendance à l'exercice physique avec le travaux de notographie, de critères diagnostiques et aussi d'échelle. De 87 à 2012, on a aussi tout ce travail de critères diagnostiques plus précisément, justement en collant au DSM-3, DSM-4 jusqu'au DSM-5. Par contre, ce qui a été étudié depuis le début et qui est encore étudié, qui a été peut-être l'erreur aussi de la toxicologie, c'est qu'on étudiait les conséquences de la dépendance à l'exercice physique comme porte d'entrée. Ce qui était aussi la même chose en alcoolologie, en tabacologie ou dans toute la toxicologie. C'est qu'on avait d'abord la substance, l'objet, les conséquences, et puis après, on s'est occupé du patient. Ce qui est important de voir, c'est les noms que vous voyez, je vais vous en reparler. C'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on a des nosographies en fait, qui sont apparues qui ont marqué en fait, la compréhension qu'on avait de ce trouble. Bakeland, en premier, en 1970, parlait d'exercice deprivation, puisque lui, il évaluait les conséquences de l'arrêt de la course, arrêt contre rémunération de la course chez les coureurs réguliers. Et à ce moment-là, il mettait en exergue qu'au bout de 3-4 jours de 48-72 heures de 2-3 jours d'arrêt de course, les patients avaient des mood disorders, avaient des troubles du sommeil et avaient une qualité de vie qui baissait. Alors, ça, les outils de l'époque, donc c'est pas très efficace, mais ils montraient déjà que chez quelqu'un qui court très régulièrement, l'arrêt de la course, ça a un impact psychique au premier plan. Glasser, lui, en 76, en parlant des runners, parle de positive addiction. Positive addiction dans le sens où il a un comportement qui, à la différence des substances, est accepté socialement, a un impact positif, notamment en termes de stratégie de coping. Il arrivait à bien faire la différence dans ses écrits sur le fait que il y avait l'héroïne, le tabac, l'alcool, qui peut être des addictions, mais que là, le fait d'aller courir tous les jours 25 bornes sans jamais s'arrêter, d'avoir plein de blessures, ça paraissait quand même plus positif. À la différence, Morgan en 79, lui parle de negative addiction il reprend le travail de Glasser, démontre que c'était pas forcément aussi positif que ça et qu'il y a quand même des conséquences négatives sur le sujet qui était addicté à l'exercice. Par la suite, Carmack et Martins font un travail assez important pour différencier tout ce qui est du commitment to running de l'addiction to running. C'est-à-dire le commitment, c'est l'engagement envers la course, qui peut se rapprocher aussi de l'obligation à courir, plutôt chez des gens qui sont des sportifs de haut niveau, mais qui vont avoir une motivation qui, pour le coup, va être intrinsèque à la pratique de l'exercice physique, c'est-à-dire que ça va être l'exercice physique pour des compétitions, pour prendre du plaisir dans la compétition, mais quand la compétition est passée, ils vont pouvoir s'arrêter et faire autre chose. À la différence de l'addicted exercisers, qui lui, pour le coup, même une fois la compétition passée, il va continuer, il ne va pas pouvoir s'arrêter, et même s'il s'arrête alors qu'il devrait, après avoir fait son UTMB, se reposer 2 semaines, s'il ne repart pas, il se sent mal, il commence déjà à avoir des mood disorders, des difficultés dans son quotidien. Donc Yates, dans ce cadre-là, lui, affine les choses au niveau de l'obligatory runner, avec cette question d'obligation à courir. Sachs et Parkman, eux, font du travail qui est plutôt unidimensionnel autour de la running addiction. Donc, ils utilisent, encore une fois, ils font de la toxicologie, ils vont que le running, alors que c'est l'exercice physique. Ville, par la suite, lui, avec le DSM-3, DSM-4, va définir l'exercise dependence. Je vais vous représenter par la Suisse. Griffith, au travers des critères d'addiction comportementale de Goodman et travaux de Brown, va parler d'exercice addiction et va les centrer aussi sur les critères plutôt d'addiction comportementale et se défier un peu de l'aspect tolérance-sevrage qui était essentiel au début dans les addictions dans les DSM. Ozenblas et Downs vont faire le même travail sur le DSM-4 et parler de l'exercise dependence. Les critères reconnus aujourd'hui, c'est ceux de Terry, qui sont ceux de Griffith améliorés, qui parlent d'addicted exercisers, et je vais vous les montrer. Et Kern en français, parce qu'on est français et qu'il faut quand même rabouchoter des mots, elle parle de pratique problématique à l'EP. PPEP, c'est pas ouf comme un anagramme, donc, mais c'est le travail de Rosenblatt et Down et de Terry qui a été un peu affiné. Tous ces
tous ces noms dont je vous parle, ils sont importants parce qu'ils sont tous plus ou moins associés à une échelle d'évaluation. Unidimensionnelle au début, puis multidimensionnelle. Euh, euh, Tout ce travail-là, en fait, qui s'est fait des années 70 à 2010-2015, a permis de positionner en fait une question qui a été la même pour les autres addictions, mais qui a été encore peut-être plus fine, puisque moins liée à la toxicologie pour l'addiction. C'est vraiment un travail, je vous laisserai ma thèse à disposition pour ceux que ça intéresse. Là, je fais très succinct. Il y a vraiment un travail d'évolution de la pensée, même dans les cliniciens qu'on voit, autour de qu'est-ce qui est le sujet avec une addiction, comment il est par rapport à ce craving, à cette compulsion, et une déstigmatisation en fait de la position du sujet pour être sur une position de victime de la maladie chronique qu'est l'addiction. Quelque chose qui est très important, c'est la notion de DEP primaire et secondaire. Donc ça, c'est Yates qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il fait au début l'hypothèse que les obligatory runners, les patients qui auraient une addiction à l'exercice physique, seraient en fait des analogues, on peut faire l'hypothèse analogue de l'anorexie masculine. C'est-à-dire qu'ils ont des profils extrêmement similaires avec des TCA de l'adulte, où ils sont avec un IMC très bas, avec un hyperinvestissement sportif, avec une centration cognitive, une rigidité. Et en fait, Ville, il va bien dire et bien démontrer qu'il y a deux types de dépendance à l'exercice physique ou d'addiction à l'exercice physique. Une primaire qui est diagnostiquée seulement s'il y a une absence de TCA, seulement si le patient n'est pas anorexique, n'est pas boulimique ou n'a pas du beating disorder, versus la dépendance secondaire, où l'EP, elle est une stratégie de modification du poids et du schéma corporel. Donc là, c'est une dépendance à l'exercice physique secondaire à un trouble du comportement alimentaire. Et en fait, Szabo, il va un peu plus loin, il affine les choses en 2010, où il dit que la DEP primaire, c'est comme lié à l'utilisation de l'exercice physique comme des stratégies de coping aux stresseurs et angoisses du quotidien, bien que la personne concernée puisse être totalement inconsciente de sa motivation. Donc, c'est là où on affine un peu, on voit que les TCC sont passés, que toute l'approche cognitivo-émotionnelle est arrivée, où on commence à utiliser les termes de stratégie de coping, qu'on utilise beaucoup maintenant en addito, et qu'on voit aussi l'aspect de renforcement positif et de renforcement négatif que peuvent représenter l'exercice physique ou les autres substances ou les autres comportements dans le quotidien du patient. Donc, DEP primaire, il n'y a pas de TCA, DEP secondaire, il y a un TCA. On en arrive à des symptômes cliniques. Moi, c'est quoi, 5 minutes, Christophe? Oui, 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 5 minutes. Bon, Oui. on en arrive à des symptômes reconnus. Alors, Ville, en 87, il fait les symptômes, il est associé aux symptômes du DSM-3. Donc, je vous les passe, ils sont connus, ils sont vieux, ils sont datés, mais on retrouve le rétrécissement, la centration cognitive, l'assaillance, le tolérance, le sevrage, enfin voilà. Ville, en 95, il fait ce que je vous disais, il fait la différenciation avec les TCA. Griffith, en 96, il met six symptômes principaux qui sont la centration cognitive ou la science, la modification de l'humeur, la tolérance, symptômes de sevrage, le conflit et la rechute comme étant au centre de toutes les addictions comportementales. Ozenblas, en 2002, comme je vous disais, elles font une définition très DSM centrée, hein, avec il faut avoir plus de 3 symptômes sur 7 au cours d'une période de 12 mois, et on retrouve la même chose que dans le DSM-4. Et Griffith, en dernier, avec Szabo et Terry, dont je vous ai un peu parlé, vont alors définir les symptômes qui sont aujourd'hui utilisés dans l'Exercise Addiction Inventory, avec la centration cognitive qui se produit lorsque l'épée devient l'activité la plus importante de la vie de la personne et domine la pensée, leurs émotions et leur comportement. Le mood modification, c'est l'apparition d'expériences subjectives que les personnes rapportent comme conséquence positive de leur participation à un EP. La tolérance et les symptômes de sevrage, les conflits et la rechute. Donc, on retrouve des symptômes quand même assez proches. Si on met sensation cognitive, qu'on nomme ça craving, compulsion, on se rapproche quand même beaucoup, beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on sait de l'addiction. On a donc beaucoup d'échelles qui sont associées, donc des unidimensionnelles, Glasser, c'est la Positive Addiction Survey, Sachs et Parkman pour le Running Addiction In-Depth Interview, Commitment to Running, bon, il y a toutes les addictions par rapport aux noms que je vous ai cités, ils ont tous inventé leur échelle parce que c'était le concept et que ça a permis aussi d'avancer, de se poser des questions, de montrer que ce n'était pas valide internationalement et que c'était unidimensionnel. Sur le plan multidimensionnel, donc associé aux différentes définitions du DSM-4 réévaluées ou de la version de Brown, on a l'EDQ qui n'est pas le plus valable, l'EDS qui pour le coup est valable et qui est une version révisée plus rapide qui permet de bien définir mais qui est une échelle de dépistage, et l'EAI, Exercise Addiction Inventory, qui est rapide, efficace et qui permet d'identifier des sujets à risque. On n'a pas d'échelle d'évaluation diagnostique. On a des échelles de dépistage. Même avec une bonne validité, une bonne fiabilité,
c'est que des échelles de dépistage. Là-dedans, on n'a pas encore vu qu'on n'a pas encore de diagnostic ni dans la CIM ni dans le DSM. On n'a pas de critères diagnostiques. On n'a pas vraiment d'échelles qui soient validées. Mais on a quand même des outils très utiles qui permettent d'affiner les choses. En termes de discussion, et je vais être assez rapide, quand on fait l'analyse des résultats, on s'aperçoit qu'on a encore un concept débattu qui serait une addiction comportementale pour lequel il n'y a pas d'absence, il y a une absence de classification dans la CIM 11 et dans le DSM-5. Il y a ce rapport et cette étroite jonction avec les TCA qui a bien différencié. On a vraiment une prolifération des données, comme je vous le montrais depuis les 20 dernières années, et on est vraiment dans un modèle biopsychosocial comme pour le reste de l'addiction. Donc, on a vraiment une corrélation de données scientifiques sur la dépendance physique, son impact en termes de santé publique avec des modèles explicatifs, que ce soit physiologiques, cognitivo-émotionnels, psychologiques, ce modèle biopsychosocial. Il y a différentes terminologies évolutives et complémentaires de la dépendance à l'exercice physique avec un consensus autour de la définition en tant qu'addiction comportementale, 6 composantes, la science, la mood modification, la tolérance, le sevrage, le conflit, la rechute. C'est facile, au moins, c'est facile à retenir, il y en a 6. Et on a un lien important avec les TCA. Et encore une fois, on n'a pas de classification dans la CIM 11 et la DSM-5 malgré des critères reconnus et validés. Pour le coup, on a une symptomatologie qui est vraiment reconnue et qui est travaillée, comme je vous le disais, depuis les années 70. On a des conséquences physiologiques à long terme, des conséquences psychologiques à court terme et des conséquences socio-comportementales avec un impact sur le fonctionnement global. Je m'explique. Les conséquences physiologiques, c'est les blessures, les dysfonctionnements systémiques, les syndromes de surentraînement. Ça, c'est les conséquences à long terme. Il faut savoir que les patients qui sont atteints, enfin, qui sont dans le cadre victimes d'une dépendance à l'exercice physique, se retrouvent avec un surentraînement, une telle utilisation de leur corps, un tel stress, parce que toute activité physique et exercice physique, c'est un stress infligé au corps, que leur corps ne peut jamais se remettre. Donc, ça induit des troubles métaboliques, des troubles endocriniens, des troubles immunitaires extrêmement importants. Il faut savoir que quelqu'un qui a fait un ultra-trail du Mont Blanc, il a plus 400% de risque d'attraper une infection des voies aériennes supérieures après son ultra-trail, parce qu'il a complètement abaissé toutes ses défenses immunitaires. Il y a des conséquences psychologiques qui sont plutôt à court terme, avec modification de l'humeur, symptômes de sevrage, troubles du sommeil, troubles cognitifs, qui sont vraiment très importants et qui ont peut-être masqué le reste de la dépendance à l'exercice physique parce qu'on s'est trop intéressé à ces symptômes-là et ils sont vraiment très présents. Pour toute personne qui a une habitude de courir très régulièrement ou de faire du sport très régulièrement, je pense que vous avez déjà fait l'expérience. Au bout de 2 jours, sans être allé courir parce qu'il pleut, parce que vous êtes blessé, vous dire, oh là, je me sens un peu moins d'habitude. J'ai pas ce qui me fait du bien, j'ai pas ma dose. Les patients runners, ils disent ils se sentent obligés de sortir. Parce que tout ça, c'est aussi dans la thèse, le fait de courir et ça amène un état de flow qui est enfin, une euphorie, un high qui est un peu équivalent au high qu'on peut avoir dans les substances. Il y a des conséquences socio-comportementales, poursuite de l'exercice malgré les blessures, la maladie, les obligations professionnelles et la famille, avec un impact sur le fonctionnement global, avec augmentation de temps passé à pratiquer l'exercice physique, du fait de la tolérance et du sevrage. Donc, il y a les mêmes impacts qu'on retrouve psychologiques, physiologiques et socio-comportementales que dans les addictions à une substance. Donc, c'est un modèle d'addiction comportementale où on concluait que le critère de Griffith était le plus pertinent car il regroupait les différentes conséquences. Mais je changerai cette diapo parce que l'addition, c'est pas les conséquences. Ça répond aux critères du DSM-5 avec complémentarité au modèle de Rosenblatt et Down, mais absence de borne quantitative, temporelle et nombre de critères. C'est-à-dire que les critères de Griffith, il y en a 6, et on ne nous dit pas qu'il faut en avoir 3 sur 7 et pendant plus de 12 mois pour avoir une addiction. Donc il y a quand même un manque qui a été reconnu par Griffith. Il y a notamment la présence notable de la mood modification qui est très très importante des addictions comportementales, puisque c'est vraiment un des phénomènes essentiels, c'est que les patients ils utilisent le comportement pour être une stratégie de coping. Ils ont utilisé notamment chez moi, je m'occupe un peu de sportifs de haut niveau qui shiftent vers d'autres addictions à l'arrêt. Il y en a eu plein pendant le confinement. Ils ont été toujours toute leur vie entraînés à utiliser cette stratégie de coping pour faire face au quotidien. Quand ils l'ont plus, ils en ont plus beaucoup. Et donc, pour confirmer que la définition de Rosenblatt et Down associée au DSM et que la vision de Griffith associée plus aux critères de Goodman est bonne, quand on a évalué les 2 échelles concernant le risque de DEP, on s'est aperçu qu'elles étaient valides et concordantes avec une mesure qui était objective du risque de dépendance à l'exercice physique. Bon, Bonnet et Bréjard qui disent que les modalités d'évaluation clinique de la dépendance à l'exercice physique peuvent varier, mais doivent s'inscrire à notre sens dans une perspective associant méthode objectivante, échelle questionnaire et plus subjectivante à des entretiens, des in-depth interviews, des entretiens en profondeur, afin d'augmenter la validité de diagnostic et de prendre en compte la dimension subjective de la souffrance psychologique occasionée par le trouble.
Donc, il faut des critères qualitatifs et quantitatifs. C'est sympa, Bonnet et Bréjart. C'est vrai que nous, cliniciens, on fait que des échelles et qu'on n'utilise pas du tout l'entretien ou les évaluations pour faire le diagnostic. Mais c'est vrai que c'est important de dire qu'il n'y a pas que… Voilà, c'est que la clinique, elle est prééminente dans ce genre d'évaluation et ce que dit le patient de façon subjective. J'ai bientôt fini. Les biais et les limites de l'étude, c'était que chez les amateurs et athlètes, on a des recommandations spécifiques concernant le suivi d'athlètes et de bilan psychologique. 2 parents chez le mineur, 1 parent chez l'adulte. Alors que chez les gens qui sont pas athlètes ou qui ne sont pas inscrits dans une fédération, ils n'ont pas ce suivi-là. Vous pouvez aller vous inscrire pour 40 € par mois dans une salle de fitness, y aller tous les jours, 3 heures par jour. Vous n'avez aucun suivi nécessaire, même pas de contre-indication médicale à la pratique sportive. Il y a une absence complète de suivi chez l'amateur, à part des certificats médicaux, mais bon, c'est pas les médecins traitants. Pour tous ceux qui ont fait un certificat médical de non-contre-indication, je ne sais pas si vous avez fait faire des burpees 50 et 40 pompes pour évaluer si votre fraction d'éjection permettait que vous fassiez du sport. Donc, pas non plus de détection du surentraînement. En population générale, le problème, c'est que les études, elles sont majoritairement basées sur des exercices physiques et des populations spécifiques et qui restent encore, mais ça a été fait et c'est à répliquer, des résultats validés en population générale. On a seulement 4 études de qualité sur la prévalence de la dépendance physique en population générale, et les chiffres sont de 0,3% à 4,7%. Et le problème, c'est qu'en termes de case studies, en 50 ans, sur toute la littérature, on n'en retrouve que 3. Ce qui est très, très peu, ce qui veut dire que l'aspect subjectif quand même, du vécu du patient a été très… Parce que les psychiatres ne s'intéressent pas beaucoup au vécu des sportifs de haut niveau ou des gens qui sont avec une addiction à l'exercice physique. Je ne sais pas, mais ce n'est pas une population qu'on voit non plus trop. Ce n'est pas une population qui se plaint trop. Moi, j'ai peut-être eu de la chance de rencontrer ce patient en liaison. Donc, il y a vraiment une nécessité d'orienter les recherches sur la prévalence et la morbimortalité en population générale, encore plus maintenant avec les phénomènes TikTok et l'image et les influenceurs, l'image du corps, tous les régimes, le jeûne, enfin, toutes ces pratiques-là qui sont associées aussi avec ce culte du corps. En conclusion, on mettait bien en avant le rôle du médecin généraliste et des soins de premier recours pour évaluer ça, et notamment l'usage de l'EAI, l'Exercice Addiction Inventory, qui ne fait pas de diagnostic, mais qui met en avant un risque qui, pour un médecin généraliste, c'est quand même super bien pour après contacter ses collègues pour des avis. Donc, cette EAI est utilisation en pratique courante. L'absence de diagnostic dans la CIM 11 et la DSM-5 qui sont quand même très préjudiciables. La grande question, c'est how much is too much, hein. C'est un peu comme dans tout, hein. On voyait que c'est très positif l'exercice physique, mais à quel moment ça devient quelque chose de pathologique. Il y a la question de l'engagement et du suivi médical des sportifs amateurs, et il y a la nécessité de diffuser, de communiquer autour de cette addiction comportementale. Pour finir, le fait que dans toute chose humaine, le plaisir il est dans le contrôle et la souffrance, elle est dans l'excès, comme dans tout comportement. Voilà.